Il a tout vu, tout vécu. Les turpitudes de la terre ne lui font pas peur. Les bouleversements, les cataclysmes ne font que le renforcer. Il a survécu à la tempête, résisté au feu, lutté contre la montée des eaux, gagné contre la sécheresse. C'est le compétiteur gagnant sur l'accès à la lumière. C'est un guerrier. Mais c'est aussi un magicien, une synthèse de l'incroyable. Sans pouvoir bouger, immobile mais ô combien actif, il épure notre air, il oxygène notre environnement, il nourrit nos sols, il héberge la vie. À lui seul, il permet tout un écosystème du vivant. À lui seul, il génère la vie. À lui seul, c'est l'histoire, la genèse, l'exemple. L'arbre, c'est tout simplement l'essentiel, la base, notre socle d'existence. Et la forêt, c'est notre maison. Et si nous plantions des arbres? Et si nous revenions à l'essentiel? Alors regarde bien, regarde, je vais te faire ça pro, regarde attention. Courir pour la planète, acte 2, interview. Alors je m'appelle Philippe Moreau, j'ai 60 ans. Je suis un monsieur tout le monde, du moins c'est comme ça que j'aime bien me définir, parce que je suis marié, j'ai 3 super enfants, je suis entrepreneur, je suis conférencier, auteur, sportif dans l'ultra. Alors l'ultra, c'est ce qu'on appelle les extreme runners. En gros, je suis un gars qui court beaucoup partout sur la planète où il y a un extrême, ça m'amuse beaucoup. Mais en fait, ce qui me qualifie le mieux, en fait, c'est que je suis un éco-aventurier. Si chaque commune française plante 1 hectare d'arbres, ce qui n'est pas très grand, donc 36 000, ça fait quoi, 65 000 communes. Ça fait 1 milliard. Merci. Ah, comment tu veux que je tape ça, moi? C'est ce que je disais, on n'a même pas de petite échelle. C'est des graines? Non, Ouais. c'était des plans. Bon. Bravo! Bravo! Ouais, mais c'est le début. C'est par ça qu'il faut commencer. Le projet, en fait, il est né, comme souvent, il est né d'une contrainte. Il faut se remettre dans le contexte. Mars 2020, je suis en train de m'entraîner, mais comme tout le temps, puisque je m'entraîne tout le temps, mais je m'entraîne pour un gros projet, je veux traverser l'Europe. Et en mars 2020, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on me dit faut rester chez toi. Donc une contrainte, au départ perçue comme une contrainte. Et puis moi, je suis quelqu'un de très très positif. Donc je cherche toujours l'opportunité. Ce qui m'intéresse, c'est les solutions, c'est l'opportunité, c'est la bonne nouvelle. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas la contrainte. La contrainte, elle est là pour générer tout ça. Et donc, je me suis dit, bon, t'es bloqué chez toi, qu'est-ce que tu fais? Et je dis, en fait, c'est génial. Parce que si je suis bloqué chez moi, c'est que j'ai enfin le truc qui nous manque tout le temps. Il nous manque le temps, on n'a jamais de temps, on n'a jamais le temps de tout faire. Et là, en mars 2020, je me suis retrouvé avec plein de temps. J'ai trouvé ça top. Donc, j'ai décidé de lire beaucoup de bouquins, des trucs, j'avais des piles de livres en retard, et puis regarder plein de liens vidéo, YouTube, etc. que j'avais mis dans un coin et que j'avais pas le temps de regarder. Et j'ai été hyper impacté d'un truc dont je savais l'existence. Le truc, c'est qu'on est en train de bousiller notre planète. Je le sais, ça, je le sais comme tout le monde. Je suis sensibilisé à ça. Mais je suis comme tout le monde, je suis juste sensibilisé à ça. Donc j'ai dit, moi aussi, je vais rentrer en action. « 7,44,30 » C'est peut-être pour ça que j'ai mal aux pattes. Ah bah ça, j'étais plus vite que... Bah oui, plus hier. Ouais. Donc, tous les jours. C'est pour ça que j'ai mal aux pattes ce soir. C'est normal, hein. Tout s'explique. T'as couru trop vite. Parce que je disais, qu'est-ce qui est le plus dur entre les montées et les descentes? Mais en fait, ça dépend du moment de la journée. Ah ouais. Mais en règle générale, les descentes, pour moi, c'est plus dur parce que je sais pas descendre. Je descends comme un bourrin et je me fais mal parce que ça tape. Et le matin, c'est plus fluide, donc ça passe à peu près bien. Mais en fin de journée, quand tu es bien fatigué,
coup ça tape encore plus fort. Donc les descentes ça fait mal. Et bon. Donc le genou il dit aïe. Mais ce que je disais à Jean-Michel, il n'y a rien de dramatique, c'est une petite douleur, c'est pas rien qui va m'empêcher d'avancer, donc c'est pas grave. Eh ben, à tout à l'heure. Au départ de la 7ème. Ouais. Comme ça. Comme Ouais, ça. départ de la 7ème. Et... Alors, ce qui est bien quand on démarre, c'est qu'en fait, je démarre par 1,5 km, 2 km de marche pour chauffer un peu la machine parce que après 7 jours, ça tire un peu. Donc, c'est le moment hyper cool parce que c'est calme, je suis frais. Pas trop mal partout et c'est zen quoi. Donc ça c'est un petit moment, il faut en profiter parce que dans 2 km je cours et après c'est parti pour 8 heures quoi, à peu près quoi. Donc okay. Voilà. Démarrage de la 7ème, ce soir on sera à 420 km de fait ce soir. Parfait. À tout à l'heure. À toutes. Là, c'est le premier ravitaillement. Donc, c'est le thé et 2 madeleines. Un petit peu de miel. Un petit peu de miel pour sucrer le thé à la menthe. Je dis, il faut que je vous explique pourquoi je cours. Là. Elle me dit si ça a du sens, ouais. Je dis, je suis pas. Donc, on a fait une petite interview, c'est rigolo. Ah ouais. Et là, je me dis, mais en fait, c'est pas possible. On est tombé sur la tête. J'ai une phrase qui m'a impacté très fortement de Denis de Rougemont, qui est un écrivain suisse. Il a dit, entre autres, parce qu'il a dit plein de choses, mais entre autres, il a dit « La décadence d'une société commence quand l'homme se demande que va-t-il arriver, au lieu de se poser la question « Que puis-je faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Moi tout seul, moi avec les autres, qu'est-ce que je peux faire ?» Et cette phrase, vraiment, elle m'a super impacté, surtout après avoir lu tout ce que j'ai lu, les Ancovici, les Aurélien Barraud, les Pablo Servigne et compagnie, et les Fabrice Bonifay, les Cédric Rickenbach, enfin tous ces gens-là m'ont hyper impacté. Oui, monsieur. Alors, ma petite question, c'est on va atteindre les 500 km. Eh oui. Du coup, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu te sens? J'en pense que c'est... En fait, c'est dingue quand on y pense, parce que effectivement, là, on fait 20 bornes et on est à 500 km, donc on sera à mi-parcours, mi-défi. Et en fait, ça va super vite. Et ce que je me pose comme question à chaque fois, c'est cette problématique de temporalité que j'ai toujours pas réglée. C'est que quand tu es dans le dur, quand tu fais le défi, et des fois les secondes paraissent des heures, parce que tu souffres un peu, parce que c'est dur. Et puis les jours passent, puis tu vois, on est au 9e jour, on est à mi-défi et on s'en rend pas compte. Et quand ça va être fini, on va se dire ah bah c'est déjà fait. C'est un truc de dingue. Alors que des fois, vraiment, je t'assure, des fois c'est long. Bon allez, j'y vais. Je vais rentrer en action. Parce que c'est pas le tout de dire aux autres, faut y aller, moi. Et moi, qu'est-ce que je fais?
Donc j'ai réfléchi qu'est-ce que je pouvais faire par rapport à ma façon d'être aujourd'hui. Donc je vais y aller en courant, puis surtout, c'est pour la symbolique de la mise en mouvement. Moi je suis un accro du mouvement, un accro de l'action. Je pense qu'en fait, le monde ne peut pas bouger tant qu'on ne se met pas en route. Et quand les gens me disent mais t'es gentil, mais par où aller? Mais je dis c'est même pas le sujet en fait, tu t'en fous. Tu vas par là ou par là, on s'en moque parce que dans toutes les directions que tu vas prendre, si tu sais pas laquelle prendre, t'en prends une au hasard. Il y a toujours des gens, tu vas rencontrer des gens. Et la rencontre étant la plus belle des richesses, eh ben, ces gens vont t'impacter. Et c'est ça mon projet, c'est d'aller rencontrer des gens, les faire parler, les mettre en lumière pour qu'ils m'impactent moi et qu'ils en impactent un maximum. Donc ça c'était l'acte 1, 42 rencontres incroyables. 42e rencontre, c'était Sophie Grenier, la cofondatrice de Trees Everywhere, qui est une société dont la mission est de planter 1 milliard d'arbres dans les communes françaises. Elle m'a fait voir comment elle faisait, donc c'est un format Miyawaki, format d'un botaniste japonais, revenir à la forêt primitive, enfin pour plein de raisons, pour la biodiversité, pour plein de raisons. Et moi j'ai trouvé ça puissant. Et je me suis dit, ben voilà, l'acte 2 de courir pour la planète, bah c'est ça. Je vais y aller, moi aussi je vais faire ça. J'ai 60 ans, et ben comme j'ai 60 ans, je vais courir 60 km par jour et je vais planter une forêt de 60 000 arbres. Puisque tu as raison, c'est une question super pertinente. Planter des arbres, c'est simple, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et moi, Trees Everywhere avec qui je travaille, ont pris les travaux de Miyawaki pour faire leur forêt. L'idée, c'est de planter entre 12 et 18 espèces différentes, endogènes du lieu où on plante. Endogènes du lieu où on plante. Ça, c'est très important. On ne va pas aller chercher un palmier pour aller le planter à côté de Strasbourg. Donc ça, c'est important. Ensuite, on fait sur 3 à 4 strates différentes, donc des grands arbres, des moyens arbres, des petits arbres, des arbustes, et on plante de façon très serrée, 3 à 4 plants au mètre carré. Ensuite, cette forêt, une fois qu'elle est plantée, on la surveille pendant 3 ans. On surveille surtout pour le stress hydrique. En ce moment, on est beaucoup en manque d'eau, donc il faut pendant les 3 premières années la surveiller pour que ça se passe bien. Et après 3 ans, on lui fout la paix. On la laisse se débrouiller. Donc il y aura des dégâts collatéraux, comme dans une forêt normale. Il y a des arbres qui vont se coucher par la tempête, qui vont tomber, qui vont pourrir, et qui vont donner du substrat pour une régénération du sol direct. L'idée de la Miyawaki, c'est de revenir à la forêt primitive. Voilà. Parce qu'en France, on est plutôt bien lotis en termes de forêt et de gestion de forêt. En gros, en France, je caricature un peu, mais c'est ça. Quand on coupe 2 arbres, on en plante 3. Donc on est plutôt bien. Mais on fait beaucoup de forêts d'exploitation. Monoessence. Donc en fait, on appauvrit un peu les sols. Alors, du moins, on ne les enrichit pas tellement. La biodiversité n'est pas énorme parce que c'est beaucoup des monoessences. Et puis on coupe, parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour l'exploitation. Mon sentiment premier, c'est que la nature humaine étant ce qu'elle est, depuis tout temps, il faut qu'elle prenne un mur dans la figure pour comprendre qu'il y a des urgences. Là en ce moment, le mur, il est devant nous et on est en train de se le prendre. La sécheresse, c'est une conséquence du dérèglement climatique. Comme on peut avoir d'ailleurs des inondations énormes, qui vont être aussi des conséquences du dérèglement climatique. Et ça commence à nous arriver par saccades.
Et dans tous les pays du monde, en ce moment là où on fait cette interview, au Pakistan et en Inde, c'est juste du délire. Il fait 50 degrés depuis un mois. Les gens meurent parce que c'est une chaleur en plus très humide. Les gens ont du mal à transpirer, donc ils meurent de chaud. Ils meurent de chaud au 21e siècle. En France, pays tempéré, où il fait bon vivre, tu vois, regarde, on est dehors, on est bien. Ouais, sauf qu'on est fin mai, que je viens de traverser la France là, en courant, que j'ai longé les canaux, que j'ai longé la Loire, et que tout ça c'est sec. Au mois de mai, on a un étiage qui correspond à un truc de fin août. Mais au fin août, on sera comment? Et ça, c'est tous les ans maintenant. C'est là où il y a un problème, c'est que le mur, on est en train de se le prendre et on a du mal à le voir. J'ai couru par 35 degrés là, c'est chaud, hein, 35 degrés, hein. Je buvais 8 litres d'eau par jour. Et donc, ce mur dans la figure, on ne le voit pas bien, on n'est pas confronté à lui. Et moi, mon cri d'alerte, c'est celui-là. Je dis, faites attention, ça arrive bien plus vite que ce qu'on croit. En fait, on est quand même dans une gabegie de consommation, une gabegie d'achat, un truc incroyable. Et le maître mot, et plein de gens le disent, des Yannick Roudot le disent, des Jean Covici le disent, des Fabrice Bonifay le disent, le maître mot qu'on va avoir tous à apprendre, c'est sobriété. Ensuite, il va falloir qu'on apprenne la résilience, parce que de toute façon, il va falloir qu'on s'adapte, hein, parce que le temps, il est déjà parti. Hein. Mais si on ne veut pas que ça parte trop loin, voilà, faut qu'on devienne sobre. Et devenir sobre, ça ne veut pas dire revenir à l'âge de pierre. Devenir sobre, ça veut juste dire devenir raisonnable. Mais en fait, l'homme n'a pas compris encore qu'il faisait partie de la nature. Et donc, en fait, quand on aura bien compris que je fais partie intégrante de la nature, que cet arbre est mon ami, que cette pelouse est mon ami, que l'air que je respire, tout ça c'est lié, c'est interconnecté. Quand on aura compris ça, on arrêtera de taper partout et de tout détruire et de tout saccager. L'eau, il faut juste qu'on se comprenne ça, sans eau, c'est fini. Sans eau, il n'y a plus de vie. La planète, la biosphère, c'est toujours aménagé en complémentarité des compétences de chacun. C'est-à-dire qu'un arbre, quand on le regarde comme ça, on voit le tronc, on voit les branches, on voit les feuilles. Mais en dessous, il y a les racines, en dessous, il y a tout le système racinaire avec les champignons, avec les interconnexions les uns avec les autres, les échanges de molécules, c'est un truc incroyable. Ça, c'est important, c'est une leçon encore que nous donne la nature, c'est que la biodiversité, c'est la vie. Si on réduit le nombre d'espèces, d'insectes, de plantes, de tout ce qu'on veut, alors, on a tous en tête la fin du panda, la fin du rhinocéros blanc, ça c'est des images pour qu'on nous montre qu'on est en train de détruire effectivement des populations animales, végétales, mais en fait la biodiversité elle est dans l'infiniment petit aussi. Mais même cet infiniment petit, on le détruit. Toute la biodiversité qu'on a dans un sol, c'est hallucinant quand on s'y penche. Hallucinant. L'arbre, c'est la synthèse de l'incroyable. Faut juste imaginer, l'arbre, il ne peut pas bouger. Il est là, il est posé là, et en étant immobile, alors que nous on est des fondus du mouvement dans tous les sens, etc., bah lui il a trouvé la magie dans son immobilité de générer des écosystèmes complets. Parce que comme je te disais tout à l'heure, voilà, on voit le tronc, on voit les branches, on voit les feuilles, bon, ok, ça c'est ce qui est visible, puis il y a tout ce qui n'est pas visible. C'est-à-dire tout ce qui est sous terre avec le réseau racinaire, les échanges avec les autres arbres. Tu sais qu'un arbre peut échanger avec un autre arbre, peut lui balancer de la substance quand il est malade, même si ce n'est pas le même arbre. Ils communiquent entre eux, c'est un truc fou quand même. Les champignons sont les amis des arbres, sans les champignons il n'y a pas d'arbre. L'arbre, il capte du carbone comme un goret et il fabrique une matière première. Avec ce carbone, il fabrique du bois. Il fabrique une matière première. Et il rejette à son tour un déchet, mais qui nous arrange bien, puisqu'il rejette de l'oxygène. C'est un truc de fou. En plus, ça transpire, enfin, ça remet de l'eau dans l'atmosphère. Enfin, l'arbre, c'est la synthèse de l'incroyable. C'est pour ça que je trouve ça... je trouve ça dingue, en fait, quand tu regardes un arbre. Et je trouve ça dingue d'en planter un et de le voir tous les ans prendre sa place
Et malgré qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle, il prend sa place, il s'adapte en permanence. Des fois il est un peu couché, des fois il y a une branche qui casse, hop, il y en a une autre qui revient. C'est l'adaptation permanente, un arbre. Et il y a des arbres qui ont plus de 1000 ans. C'est un truc de fou, 1000 ans. Et l'arbre, il est là depuis la nuit des temps. Il était là bien avant nous. Et il sera là bien après nous. L'arbre, c'est la magie. C'est la synthèse de l'incroyable. Parce que tu parlais de rituel, et ça c'est un rituel que tout le monde devrait faire. Il faut absolument, les amis, tout fêter. Tout est victoire. Aussi petite soit-il, la victoire, soit-elle, il faut la fêter. Et fêter une victoire, c'est rien des fois, c'est taper sur l'épaule d'un copain en disant « Putain, génial ce que tu viens de faire, génial ce que tu viens de dire, super !» Un pouce tendu comme ça, pas le pouce like, non, en lien direct, ouais, c'est super ce que tu as fait. Tiens, viens, je te paye un café. Ça, c'est fêter des victoires. C'est encourager tout le monde. Et il faut déjà s'encourager soi-même. Donc moi, j'ai mon petit rituel. Chaque fin d'étape, avec mes amis sueurs, on trinque à la victoire de la journée. Toujours. Il faut fêter toutes les victoires. Aussi petites soient-elles. Toujours fêter les victoires. J'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, un spationaute français qui s'appelle Michel Tonini, qui a formé Thomas Pesquet par exemple. Et avec Michel, on discutait tout un tas de choses. Et à un moment donné, il m'a dit, tu sais, il ne faut pas qu'on oublie que la Terre est issue d'une poussière d'étoiles et que donc nous sommes issus de cette poussière. En fait, nous, on n'est rien du tout. Nous, l'humain, on n'est rien sur cette planète. Cette planète, elle s'est débrouillée sans nous pendant des milliards d'années. Nous, on est là depuis quelques temps. On est là depuis peu de temps. Mais quand je vois comment on la modifie, c'est impressionnant, quoi. C'est quand même la première fois qu'on est obligé de faire ça sous le capot de la voiture. Tu nous expliques ce que tu es en train de faire du coup? Eh bien, ce matin, normalement, avant de partir, je charge sur mon Garmin le parcours. Ce matin, c'est ce que j'ai fait, mais je l'ai mal fait. Donc, résultat, j'ai le parcours d'hier. Donc, comme il est déjà fait, le parcours d'hier. Donc, il faut que je recharge le parcours d'aujourd'hui. Et ça va se faire. Ça y est. Ça y est. On est prêt pour partir pour la toute dernière étape. 9h08. À 9h08. Première fois depuis le début qu'on est en retard. C'est de ma faute parce que j'ai mal fait mon travail ce matin. Et donc voilà, c'est la dernière. Donc c'est une toute petite étape puisqu'il reste 40 bornes à peine pour aller jusqu'à Nantes. Et on va faire ça le plus doucement possible pour profiter du dernier moment. On y va? Allez, c'est parti. Donc c'est par là alors. Moi je vais par là. C'est complètement dingue comment la Loire est sèche. C'est fou, j'ai fait une photo tout à l'heure, on a l'impression qu'il n'y a même plus d'eau du tout. Plus haut là. Ah ouais. Incroyable. C'était que ça, c'est la route que j'ai faite exactement avec une émotion. J'ai refait et par contre quand j'étais passé c'était plein d'eau. Hein. C'est fou. Hein. C'est fou, inquiétant, dramatique. Ça va, tu le sens bien? Tu le sens bien le dernier jour? Oui. Le dernier jour, c'est
La rigolade, parce que déjà, je le sens bien, et même si je le sentais pas bien, comme c'est le dernier jour, Ça ira. de toute façon, ça ira. Et pour répondre à ta question, quand tu pars le matin, qu'est-ce qui te fait aller au bout? C'est parce que je sais pourquoi j'y vais. Là, je courais parce que je veux planter une forêt de 60 000 arbres. Je veux qu'on en parle, je veux que les gens se fédèrent autour de moi sur ce sujet-là. Je leur ai dit que j'allais traverser la France en faisant 60 km par jour pour ces 60 000 arbres. Ça suffit pour me motiver. On s'approche, on s'approche. On s'approche. Logiquement, c'est là. C'est là. Ouais. Peace Finish, pas les parcs des expositions. Allez, on va aller juste en face. Allez. Par devant, on termine devant. Voilà, super. C'est là que je voulais terminer. 1000 bornes, 17 jours sur la route, 1000 km. Parce que je voulais terminer ici, en face du parc des expositions à Nantes. Parce qu'au parc des expositions, c'est là où se retrouvent très régulièrement les entrepreneurs pour leurs conventions, pour leurs séminaires. Et symboliquement, je cherche à toucher ces entrepreneurs. Tout le but de ce périple, ça a été ça, c'était courir pour sensibiliser les entrepreneurs à l'urgence climatique, l'urgence du dérèglement climatique et la nécessité de passer à l'action. Et mon action à moi, c'est de planter 60 000 arbres, c'était ça l'action du projet. Et je cherche à sensibiliser avec moi un maximum de personnes pour qu'ils me rejoignent. Donc je vous invite, vous tous, entrepreneurs, à me rejoindre dans ce projet Courir pour la planète. Parce que planter des arbres, c'est la première des choses qu'on peut faire, c'est à la portée de tous, c'est assez facile et c'est nécessaire et fondamental. Donc je termine ici face au parc des expos parce que peut-être que je vous retrouverai bientôt dans ce parc des expos pour une convention ou une autre et on reparlera de ce projet. Voilà pourquoi j'ai fait ces 1000 km, pourquoi j'ai mis cette mise en mouvement. Parce qu'il n'y a que dans le mouvement qu'on trouve les solutions et il faut raisonner solutions les amis et arrêter de raisonner problème. Allez, bon courage à vous. Tout ça en impro. Tout ça en impro, c'est incroyable. C'est dingue. Moi, tu sais, mon objectif premier dans la vie, il est tout bête, c'est je veux être heureux.